Bonjour et bienvenue à toutes et tous à l'occasion de ce quatrième débat du cycle Dessine-moi 2050 qui est organisé par le Cercle Vulnérabilité et Société. Ce soir, en 1 heure, donc, nous allons tenter de répondre à la question de savoir si notre modèle de protection sociale est soutenable à l'horizon 2050 et si oui, à quelles conditions. Et donc, pour nous éclairer et répondre à nos questions, nous aurons donc normalement le plaisir d'accueillir Madame Marianne Monchamp, présidente du Conseil de la CNSA. Et nous avons avec nous Monsieur Stéphane Genick, qui est président du groupe Vive, qui est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, avec 45 000 salariés, si je ne me trompe pas. Avec nous également Pierre Mayer, spécialiste de la protection sociale, ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et actuel directeur général de l'OCIRP, qui est une institution, non, une union d'institutions de prévoyance et un assureur à vocation sociale à but non lucratif. Avec nous également Dominique Monneron, directeur général de la Fondation Partage et Vie, une fondation qui gère près de 120 établissements et services médico-sociaux. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci également à Julien Damon, éditorialiste et enseignant à l'École nationale supérieure de sécurité sociale, qui a accepté d'introduire ce débat avec Pierre Meyer à travers une petite vidéo qui brosse plutôt bien la problématique à laquelle nous sommes confrontés et qui propose des pistes de solutions pour assurer donc la soutenabilité de notre modèle de protection sociale. Voilà, nous allons les écouter tout de suite. Le temps pour moi de partager la vidéo. Et puis, nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes. Voilà, j'en profite évidemment pour saluer Thierry Calva, qui va animer avec moi cette séquence. Je partage donc la vidéo et je croise les doigts pour l'arrivée imminente de Marianne Monchamp. Bonjour, nous allons passer 10 excellentes minutes ensemble, environ, autour d'un sujet capital. À l'horizon 2050, notre modèle de protection sociale est-il soutenable? Pour ce faire, nous sommes ravis, en tout cas je suis ravi, et vous aussi, d'être avec Pierre Meyer, directeur de l'OCIRP, qui est particulièrement qualifié pour traiter de cette question. Mais vous êtes tout autant qualifié. Merci. Julien Damon, vous êtes éditorialiste, vous êtes enseignant à l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Voilà, notre premier dossier, en répondant à la question « Notre modèle est-il soutenable ?», c'est que se posent en effet des problèmes de soutenabilité, c'est le moins que l'on puisse dire. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, est d'ordre démographique. D'ordre démographique parce que la France a fait beaucoup de bébés entre 1945 et 1975. Et donc ça s'appelle le baby boom, c'est une très belle nouvelle à l'époque. Ça s'est transformé en Peppy Boom. Beaucoup de gens sont partis à la retraite à partir des années 2004-2005. Ça se transforme en Peppy Boom de la dépendance à partir des années 2030-2035, quand les personnes arrivent à l'âge de 80 ans, 85 ans. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas un mauvais moment à passer. C'est une montée sur un plateau et il faut survivre pendant 30 années de ce Peppy Boom. Il faut survivre en termes de modèle de protection sociale. En matière de modèle de protection sociale, bien sûr. Et puis nous avons également le fait que les dépenses de retraite, les dépenses de dépendance, avec moins d'aidants, avec plus de personnes à aider et probablement moins d'aidants, et puis des dépenses de santé, parce que c'est une population qui légitimement a eu l'habitude d'avoir une consommation de soins, de services médicaux qui est plus importante que les générations précédentes. Alors il y a ce sujet, bien sûr, démographique des générations aujourd'hui âgées. Il y a ce sujet démographique également des générations aujourd'hui jeunes. Les jeunes aspirent-ils au même système de protection sociale que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents? C'est pas certain. C'est pas certain parce que, en matière, par exemple, de travail, ils n'aspirent pas tous à devenir salariés, ils n'aspirent pas à passer leur vie dans une seule entreprise, ils n'aspirent pas à la même vie familiale, ils ont des craintes, ils ont des aspirations, ils ont des espoirs, tant mieux, mais ils ont des craintes également quant au système de protection sociale lui-même. Ils entendent tellement dire que demain sera pire que demain en matière environnementale et
en matière de retraite, ils sont parmi les plus inquiets, les jeunes Français, quant à la perspective d'avoir ou non une retraite. Donc ce deuxième sujet de soutenabilité, c'est un sujet de jeunesse inquiète. Sachant que ça retentit sur un troisième sujet que vous aimez bien, moi aussi, enfin, quand je dis vous aimez bien, qui est important, hein, il ne faut presque pas en sourire, qui est le sujet économique. Le sujet économique, c'est tout simplement qu'avant de se poser la question est-ce que notre système est soutenable à l'horizon 2050, est-ce qu'il est soutenable aujourd'hui ? 2020, 20 milliards d'euros de déficit pour l'assurance maladie. 2021, également 20 milliards d'euros de déficit pour la seule assurance maladie. Absolument. Et quand vous dites la seule assurance maladie, je pense que c'est pas pour se faire peur, c'est pas pour faire peur à notre auditoire. Il est bon de dire que le déficit global de la sécurité sociale, qui contient certes le déficit de l'assurance maladie, mais aussi celui des retraites ou de la branche famille, c'est près de 40 milliards d'euros. Alors quand on cite des grands chiffres comme ça, les gens disent on ne voit pas trop bien ce que c'est. 40 milliards d'euros. En une seule année, 2020, choc Covid, c'est près de deux fois le montant du déficit lié à la précédente crise économique. La précédente crise économique, c'est 2007-2008. Il a fallu 3 ans pour aboutir vers 2010 à ce 25 milliards d'euros, plein de chiffres, pardon, de déficit de la sécurité sociale. Et il aura fallu 10 ans pour s'en remettre. Donc le sujet, c'est que économiquement, à l'horizon, non pas 2050, mais 2030, 2040, deux mots peuvent venir à l'esprit. C'est incertitude et inquiétude, pour ne pas dire plus. Au moment où le ressenti par rapport au service, on voit bien par rapport à l'hôpital, le ressenti par rapport au service, par rapport à l'accès aux soins, est-ce qu'on aura suffisamment de médecins demain, est une inquiétude très profonde chez nos concitoyens. Alors ces inquiétudes et ces incertitudes, pour finir, si on fait ce premier pan de réponse qui est de souligner les difficultés, eh bien, ça voit s'ajouter une question qui est celle du système dans ses fondations. Le système de protection sociale dans ses fondations, des racines historiques très, très longues, mais aussi des fondamentaux qui datent de 1945, qui sont souvent célébrés, mais qui ne sont plus forcément adaptés en termes de modèle de famille, en termes de modèle de travail, en termes de modèle de gouvernance, aux réalités, aux aspirations contemporaines et à demain. Donc, en gros, répondre à la question, telle qu'on a cherché à le faire là, de la soutenabilité à l'horizon 2050, c'est quand même passer par ce tableau noir en termes démographiques, en termes générationnels, en termes économiques, en termes de fondamentaux, en termes consuméristes. Mais, deuxième temps de notre discussion, Pierre, une discussion plus heureuse alors, c'est qu'il y a quand même des voies et moyens pour assurer cette soutenabilité. Voilà, alors maintenant on va s'efforcer de trouver des raisons d'espérer. Et ces raisons d'espérer, c'est d'abord par rapport à la question du travail et par rapport à la question de la retraite, se dire que dans les années à venir, nous serons conduits, et d'une certaine manière il faut le présenter comme une excellente chose, nous serons conduits à travailler davantage. Alors ça veut dire d'abord, effectivement, probablement reculer l'âge de la retraite. Ça veut dire avoir des solutions qui soient différenciées selon les secteurs professionnels, parce qu'on voit bien que le fait de traiter de la même manière un ouvrier du bâtiment ou une personne qui travaille dans la banque ou l'assurance, ça n'a aujourd'hui plus de sens. Ça veut dire aussi avoir des cessations progressives d'activité, ne plus passer du 100% travail au 100% retraite en une seule nuit. Ça, c'est toutes ces évolutions sur l'organisation du travail sur lesquelles il faut avancer. Et d'une certaine manière, le télétravail, pour certaines professions qui y ont recours, le télétravail permet de réfléchir sur des organisations du travail différentes. Alors le télétravail, moi, me fait penser à un deuxième point de voies et moyens plutôt optimiste pour regarder les questions de soutenabilité, c'est la question générale de la révolution numérique. La révolution numérique, nous la traversons depuis quelques années. Je ne dis pas à dessein quelques décennies, parce que ce qui peut incarner la révolution numérique, si je l'avais dans ma poche, je montrerais mon smartphone. Il y en a un ici, merci Pierre. Ce smartphone, ça date de la fin des années 2000. Ça ne fait qu'une quinzaine d'années que nous avons vu bouleverser nos existences avec ces petits écrans que nous regardons tout le temps. Peut-être même certains d'entre vous regardent-ils notre vidéo sur cet écran, mais c'est pour dire que toute la digestion de la complexité administrative devient de plus en plus
possible, avec même des guichets uniques pour les Virtuel. personnes, des guichets uniques virtuels, des points d'entrée dans le système qui font qu'on sera moins perdu, qu'il s'agisse d'une personne en situation de pauvreté, d'une personne en situation de handicap, d'une personne en situation de perte d'autonomie, dans la diversité des guichets. Et simplement pour dire que il y aura probablement, enfin, je ne sais pas s'il y aura à nouveau quelque chose d'aussi neuf que le smartphone, mais en tout état de cause, la puissance informatique devrait nous permettre de digérer la complexité que nous déplorons tant. Alors, cette personnalisation, elle s'incarne par le numérique, elle s'incarne également dans les territoires, chers à Marianne Monchamp. Et les territoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire confier les responsabilités aux acteurs de terrain, ça veut dire faire confiance aux acteurs de terrain pour pouvoir apporter des solutions qui soient personnalisées, parce qu'on voit bien qu'entre un département extrêmement rural avec une densité de population très faible et des grandes métropoles urbaines, on n'est pas du tout dans les mêmes sujets, on n'est pas du tout dans les mêmes défis de protection sociale. C'est vrai que la personnalisation est autorisée, ou en tout cas peut-être améliorée par le numérique et par l'organisation de la protection sociale sur les territoires. Mais je voudrais citer un quatrième point qui permet de lister ce que sont les voies positives, les voies plus optimistes. Si on regarde les questions de soutenabilité, c'est la question générale de la prévention. Alors généralement, il est facile de dire il vaut mieux prévenir que guérir, et finalement on le sait depuis très longtemps, depuis le CP, je pense. Ceci dit, notre système de protection sociale, enfin Pierre, vous le savez, si on le regarde en comparaison des pays riches dans la zone OCDE, est l'un de ceux qui en proportion consacrent le moins de moyens à la prévention. Et donc demain sera certainement davantage fait de prévention, parce que les territoires, parce que la révolution numérique, parce que les logiques dites d'investissement social, consistant bien à dépenser avant que les problèmes ne se posent de façon trop prononcée, eh bien, devrait prendre le dessus, sinon le dessus devrait prendre une importance accrue. Je pense qu'on peut chercher à résumer notre dizaine de minutes grâce à ce que vous, Pierre, vous avez conceptualisé, c'est-à-dire une règle de trois lettres qui nous fait un moyen mémotechnique et que vous allez nous expliquer, c'est la règle PPT. Voilà, alors après la pensée PowerPoint, la pensée PPT, je vous propose le principe PPT, personnalisation, prévention, territorialisation. Je ne sais pas si, avec ce PPT, on a la baguette magique pour la soutenabilité de la protection sociale, mais on a certainement trois voies importantes pour approfondir les réformes qui ont déjà pu être lancées et celles qui, même si elles sont souvent très discutées, devraient être entreprises. Et la question de la prévention doit être regardée évidemment de manière extrêmement large. Ce n'est pas seulement la prévention sur la santé publique, c'est la prévention à travers l'investissement social, de savoir qu'on peut mettre un peu d'argent pour consacrer un effort à un moment donné sur la jeunesse, sur le logement, sur bien sûr la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, pour éviter des dépenses qui sont beaucoup plus importantes. Donc l'avenir, le dernier mot, c'est qu'il faut investir donc dans cette logique PPT. Bien, nous voilà de retour après cette remarquable introduction entrée en matière en binôme de Julien Damon et Pierre Mayer. Marianne Monchamp m'indique qu'elle va arriver vraiment là dans 2-3 minutes. Donc nous allons commencer. Nous avons en tout peut-être 4-5 questions à vous poser. Stéphane Junique, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous êtes déjà un peu en accord avec le constat qui vient d'être dressé par Pierre Mayer et Julien Damon? Et parmi les pistes qui ont été évoquées pour assurer donc la soutenabilité, quelle est celle qui vous paraît la plus importante? Et est-ce que vous en voyez d'autres? Merci beaucoup, Édouard, et bonsoir à toutes et à tous. Je suis en parfait accord avec l'analyse qui est faite, mais il y a un point, à mon sens, qui est totalement absent et sur lequel on ne peut pas rester indifférent dans le cadre de nos réflexions, c'est que notre modèle, il doit davantage intégrer les questions environnementales. Je le mentionne avec vous parce que, au fond, on a du mal à regarder aujourd'hui le 21e siècle et admettre que le grand défi de nos sociétés humaines, elles vont devoir affronter le défi écologique. Ce défi, il est déjà là. Les crises environnementales sont déjà extrêmement présentes et elles ont un effet sur la santé qui est extrêmement important, en tout cas qui met davantage en valeur les fragilités et vulnérabilités
humaines, mais également les fragilités et les transitions, d'une certaine manière, les métamorphoses que notre modèle de protection sociale, notre modèle d'État-providence doit également mener. Je vais devoir insister sur un point, sur ce point-là, parce que, au fond, on le sait, on n'évitera pas un monde qui aura une augmentation de sa température de 1,5%, qui, vous le savez, est la hausse de température qui a été établie dans l'accord de Paris de 2015. Tous les scénarios qui sont étudiés convergent à ce qu'à plus ou moins brève échéance, nous soyons sur une augmentation de la température d'une manière extrêmement sensible. Et la réponse à cette certitude, elle ne consiste pas à s'en alarmer, mais bien à s'en protéger. Puisque le dérèglement du climat, je considère que c'est un risque social, de la même manière que nous avons connu du 19e au 20e siècle la prise en considération de risques sociaux extrêmement importants au regard de l'évolution de notre société. Le dérèglement du climat est un risque social qui menace directement la santé humaine et il importe au fond de bâtir une véritable protection sociale écologique qui permette de mutualiser ce risque inédit et ainsi de l'atténuer. Je le mentionne parce qu'on le voit à travers tous les défis qui sont les nôtres et en particulier les multiplications de fortes tensions caniculaires que notre pays a connues ces dernières années, nous avons au fond une vraie responsabilité pour renforcer nos protections collectives contre les canicules, d'adapter les modèles d'État-providence qui sont les nôtres et surtout, pas simplement l'État, mais aussi l'ensemble des acteurs qui contribuent à la structuration de notre État-providence, à prendre en considération les différents métiers, les différentes protections que nous pouvons inventer pour demain pour faire face à ces différents risques socio-écologiques. Donc, je partage l'analyse qui a été faite, et notamment sur les différents enjeux que Pierre Meyer et que Julien Damon ont pu dresser. Mais je voulais quand même insister sur le fait que, pour moi, la préoccupation du risque social écologique était un risque majeur, d'autant plus si on se projette à horizon 2050. Et parmi les pistes, puisque, Edouard, vous me posez la question de savoir quel est le sujet sur lequel, ou la solution, j'adhère totalement à ce que Pierre Meyer indique. Moi, j'aime bien cette idée de PPT. J'y crois parce que je pense que c'est ce qui nous amènera, au fond, à inventer les solutions de demain et à s'adapter aux différentes conséquences qui sont des conséquences liées à l'évolution démographique, telles que Julien et M. Meyer l'ont mentionné, mais également aux défis économiques, à la manière de pouvoir faire évoluer notre système de santé à travers des prises en charge qui soient beaucoup plus intégrées. On a besoin aujourd'hui de créer de nouvelles réponses en matière d'approche sanitaire et d'organisation de nos métiers du soin et de l'accompagnement. Mais je pense que la solution, elle passe par le développement, en effet, d'une personnalisation de la prévention et d'une plus forte territorialisation. Anne-Marie Monchamp y reviendra plus fortement puisqu'on a une expérience. On l'a également à travers ce que fait le groupe Vive dans le cadre de partenariats que nous avons avec un certain nombre d'acteurs. Je pense notamment à la Caisse des dépôts et consignations où on a créé ensemble une association qui s'appelle Assist sur l'innovation sociale en santé pour trouver les solutions dans les territoires et faire en sorte que les dynamiques d'acteurs puissent être mobilisées fortement pour trouver les solutions. Donc, j'adhère profondément dans cette idée parce que notre pays et notre modèle très jacobin est encore fortement ancré dans nos politiques et dans nos réponses. Et je pense que c'est une force sur le plan du portage d'une idée égalitaire et d'une équité, même si on sait les égalités sociales et territoriales ne sont pas aujourd'hui une réalité dans notre pays. Donc, je suis attaché à cette idée qu'au fond, on porte cette approche nationale qui permette cette équité, mais il n'empêche, les réponses, elles seront trouvées à travers des réalités de terrain. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce que ça doit passer par davantage de décentralisation, par davantage d'outils de déconcentration? C'est un débat. Mais je pense que les stratégies d'alliance entre les différents acteurs que nous sommes, les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs non lucratifs, est un enjeu majeur. Stéphane Junique, merci beaucoup. Nous allons évoquer éventuellement le risque environnemental que vous avez soulevé à la fin de cette réunion. Nous accueillons Marianne Monchamp avec un tout petit peu de retard. Madame la ministre, merci d'être présente. Je ne vais pas vous donner la parole tout de suite, comme ça vous laisse le temps un peu de vous poser.
nous étions en train d'évoquer les pistes, les pistes pour assurer la soutenabilité de notre modèle de protection sociale après le moyen mnémotechnique que nous a donné Pierre Mayer tout à l'heure, c'est-à-dire le PPT. On s'appuie sur la prévention, la personnalisation et la territorialisation. Donc, vous nous donnerez aussi votre avis, mais je vais d'abord donner la parole à Dominique Monneron pour que, Dominique, tu puisses nous dire quelle est la piste qui te paraît la plus essentielle. Avec le micro. Ça peut être utile, pardonnez-moi. Merci Édouard. Oui, je pense que l'exposé introductif était très intéressant parce que il nous montrait bien qu'on est sur un système de protection sociale qui s'est construit avant tout sur, au fond, une logique financière, qui était une logique de solidarité financière et qui était de permettre aux uns et aux autres de disposer des ressources qui leur permettaient de faire face aux différents risques sociaux, en particulier santé et vieillissement, auxquels ils étaient exposés dans une logique de solidarité. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'exposé introductif, c'est qu'on s'est progressivement rapproché d'une logique qui était une logique de service et de solution. Et donc, on a, sur cette question de la protection sociale, une évolution qui part de questions qui sont des questions financières, qui demeureront, bien sûr, mais qui va aussi sur l'organisation des services de protection sociale et comment est-ce que, en particulier dans le domaine de la santé, on va pouvoir bénéficier de services. Et de ce point de vue-là, et c'était pour répondre à ta question, je pense que l'aspect de personnalisation qui était évoqué par Pierre Mayer dans le triptyque PPT est tout à fait intéressant en termes de solutions. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à l'avenir, pour assurer de la protection sociale, il faudra avoir des solutions individualisées, appropriées à chacune des personnes concernées, mais que, évidemment, il ne faut pas courir le risque que cette personnalisation des solutions devienne également une personnalisation du financement. Et donc, on va avoir tout un enjeu assez complexe qui va être de maintenir des logiques qui sont des logiques de mutualisation et des logiques de solidarité avec un traitement beaucoup plus individuel de la solution. Ça, c'était un premier aspect des choses. Et deuxièmement, justement, sur cette logique PPT, je suis complètement d'accord sur le fait que ces trois termes sont essentiels et qu'ils vont tous trouver nécessairement une réponse dans une organisation beaucoup plus intégrée, en particulier de la médecine de premier recours. On a aujourd'hui un service public hospitalier, on n'a pas à proprement parler un service public de santé, et je pense que c'est un domaine sur lequel il faudra travailler à l'avenir pour qu'à l'horizon 2050, les moyens dégagés de façon solidaire, et on reparlera de la question de la solidarité des générations, puissent être affectés au mieux des besoins des uns et des autres. Merci Dominique. Marianne Monfort, je vais vous poser la même question, mais en précisant, en attaquant sur une des pistes qui est la prévention, entendue au sens large, et le fait que la France soit un mauvais élève dans ce domaine, si on la compare aux autres pays de l'OCDE, comme l'a rappelé Julien Damon. À votre avis, qu'est-ce qui peut faire que ce qui n'a pas fonctionné hier pourrait réussir demain en termes de prévention? On sait que, comme l'a dit Julien Damon, on sait depuis le CP que mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce qu'il faut engager pour réduire le volume de prise en charge finale et avec quel type d'économie viser? Et après, je donnerai la parole à Stéphane Junique, après vous. Merci beaucoup, cher Édouard. Je salue évidemment Stéphane Junique, que j'ai plaisir à retrouver, Dominique Monneron, Pierre Mayer, Julien Damon, enfin, toutes les personnalités que vous avez conviées, et je vous présente des excuses pour cette arrivée décalée. Je vais tenter de répondre à la question en n'y répondant pas et en y répondant en deux morceaux. Si je n'y réponds pas, c'est pour dire que pour pouvoir aborder la question de la mise en œuvre, au fond,
d'une capacité à développer des réponses en prévention auprès de nos concitoyens, que ce soit dans le champ de la santé ou bien dans le champ plus vaste de la protection sociale, la santé et le prendre soin. Donc, c'est que, au fond, il y a une forme d'ambiguïté sur les sous-jacents de notre modèle. Et que cette ambiguïté sur les sous-jacents du modèle, eh bien, on va les retrouver ensuite dans l'acception même du système, dans la manière dont il se construit et dans la manière dont on le propose à nos concitoyens. Le sous-jacent, celui dont on ne parle pas vraiment, mais qui génère parfois des allers-retours et des propositions de réforme qui peuvent se contredire dans leur philosophie, c'est la question de savoir si la protection sociale, ça sert à fabriquer des amortisseurs sociaux ou si la protection sociale, ça sert à fabriquer de la cohésion sociale. Si ça sert à fabriquer des amortisseurs sociaux, ben, j'ai envie de dire qu'on traitera de l'ensemble des réponses en se préoccupant essentiellement d'approches redistributives ou en solvabilisation. Et donc, on entrera dans les questions de la prévention de manière systémique. Si en revanche, on part du postulat que le système de protection sociale doit se construire dans une philosophie de cohésion sociale, et vous me permettrez de dire, au risque de vous étonner, que je suis plutôt militante de cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire de considérer que toute personne est un citoyen et que la protection sociale va s'adresser à lui pour le soutenir dans l'expression de sa citoyenneté, alors évidemment, les mécanismes qui seront ceux que la protection sociale préférera mettre en œuvre seront des mécanismes ascendants qui partent de la personne. Ce sont des mécanismes qui sont fondés sur la compensation, ce sont des mécanismes qui sont fondés sur l'égalité des chances, et dès lors, quand il s'agira d'aborder la question de la prévention, qui se fonderont sur une conception de la prévention qui se fera au plus près de la personne. En particulier dans une logique de prévention primaire, dans une logique de prévention, si vous voulez, qui, comment dirais-je, sera satisfaisante pour la personne, car elle en verra l'intérêt et car elle pourra s'engager acteur à part entière dans ces actions de prévention. En réalité, ça n'est pas comme ça que le modèle propose à la personne de s'engager le plus souvent dans une approche en prévention. Et donc, ce faisant, on se retrouve avec une espèce d'effet, au fond, de coup de non-qualité, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sur la conception même de la prévention, qui passe largement à côté de son objet, qui comporte d'énormes trous et qui peut même faire que, dans certains cas, nos concitoyens renoncent à la prévention au sens où ils ne voient pas très bien où ça les mène. Et ils ne voient pas très bien, au fond, comment cet effort qu'ils doivent consentir à se mettre eux-mêmes, n'est-ce pas, dans un processus d'anticipation d'un risque, ils ne voient pas très bien comment ça leur permettra de se sentir mieux ou moins mal si d'aventure le risque advient. Et donc, c'est, si vous voulez, sur ce fondement-là que moi je m'explique que dans le domaine de la prévention, nous continuons à être au fond dans une forme d'hésitation collective, hésitation quant aux moyens qu'on lui accorde, parce que comme on n'est pas tout à fait sûr du résultat, il n'y a pas un volontarisme extraordinaire dans la mobilisation de moyens de financement de la prévention, mais aussi tout simplement dans sa conception. Et pour moi, une des voies de progrès, c'est précisément de s'engager dans cette philosophie de la cohésion sociale, d'arrimer la protection sociale à la cohésion sociale, de partir du postulat que le citoyen est engagé effectivement dans la protection sociale, qui lui apporte des moyens de participation, des moyens d'être lui-même, des moyens de déterminer son avenir, et que dans ce cadre-là, en effet, il peut lui-même participer de la mise en œuvre de ces mécanismes de prévention. Voilà pourquoi à la fois je ne réponds pas et à la fois j'ai tenté de répondre un peu. Merci beaucoup. Stéphane Junique, rapidement, comment enclencher ce volontarisme dont parle Marianne Montchamp?
J'ai envie de dire de deux manières, parce que je trouve que Marianne nous invite au fond à réfléchir sur une conception qui est une conception non pas de la prévention, mais de la prévoyance. C'est-à-dire comment nos sociétés retrouvent le chemin de la prévoyance, de voir loin, d'anticiper les risques, d'être sur le temps long. Cette crise sanitaire, au fond, elle nous démontre quoi? Que nos sociétés ont été impréparées à faire face à un risque qui était un risque épidémique majeur, alors même que tout était documenté, alors même qu'on avait vécu dans notre pays, à travers des plans pandémiques qui nous avaient amenés à préparer les choses, au fond, on avait tout arrêté et on avait relâché l'effort parce que c'est un risque, au fond, qui avait disparu de l'imaginaire collectif. L'imprévoyance dans notre pays, c'est-à-dire les conséquences de cette imprévoyance sur les différents risques sociaux, c'est 12 milliards d'euros pour les Françaises et les Français, c'est-à-dire le fait de ne pas anticiper un risque d'invalidité, le fait de ne pas anticiper un accident, le fait de ne pas se protéger face à ces risques de la vie quotidienne, à ces aléas de la vie, 12 milliards d'euros. Est-on en capacité de faire progresser notre société vers ce devoir de prévoyance d'une manière importante? Marianne pose la vraie question. Et ça, c'est un vrai sujet de citoyenneté, un vrai sujet d'acteur, de responsabilité. Parce que là, ce n'est pas simplement l'affaire du public et du privé, c'est l'affaire de l'ensemble des acteurs de la société. Mais Edouard, vous posez quand même une question qui est la prévention dans cette affaire. Donc, Marianne, pardon, je vais essayer, moi, de m'y engager, mais peut-être parce que je suis mutualiste et par conséquent, ce sujet, il est pour moi un sujet aussi important. Je pense qu'on a la possibilité de pouvoir en effet développer davantage encore une vraie culture de prévoyance. D'abord à travers cette idée que c'est un investissement social, cette affaire. La Cour des comptes, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le rapport qu'elle a remis sur la prévention de la perte d'autonomie, nous le dit. Un gain d'espérance de vie sans incapacité qui nous amène à avoir une année sans incapacité qui permet d'être, au fond, améliorée, c'est une économie de 1,5 milliard d'euros pour l'assurance maladie. La prévention, c'est donc un enjeu majeur pour la soutenabilité financière, mais aussi personnelle des hommes et des femmes qui sont concernés demain par ce risque. Donc, si on veut être convaincu que ça, c'est un investissement, d'une certaine manière, la Cour des comptes nous invite à donner un chiffre. Je ne sais pas s'il est juste, je ne sais pas s'il intègre, au fond, la globalité du sujet, puisque là, on ne parle que de l'impact sur l'assurance maladie obligatoire. Donc, on peut constater que c'est un chiffre qui est un peu plus haut, un peu plus élevé. Et donc, le bien vieillir, il passe par la préservation des capacités des seniors dans un environnement qui favorise cette autonomie. On est quelques-uns à porter ça avec conviction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être en capacité de renforcer la détection des fragilités. L'expérience qui est la nôtre, c'est que le dispositif ICOP pour le dépistage des personnes âgées et la prévention de la perte d'autonomie, c'est quelque chose qu'on développe et qu'il faut généraliser. C'est un outil, mais qui montre aujourd'hui son efficacité, qui n'est pas compliqué pour les soignants qui sont en relation avec les personnes en situation d'avancer en âge, et qui permet au fond d'être dans la détection. C'est un début. Le fait qu'on s'engage, et j'y crois fortement, sur l'enjeu de l'activité physique adaptée, et notamment le sport santé, pour permettre à ce que les personnes qui sont avancées en âge, elles puissent bénéficier d'un maintien de cette activité physique qui fait en sorte oui, qu'on prévienne ces fragilités ou à un moment donné ces relâchements qui sont bien naturels. Quand on commence à connaître, au fond, voilà, les petits tiraillements, les petites difficultés au quotidien qui sont liées à une mobilité plus ou moins difficulté et puis tout simplement les problèmes que chacun d'entre nous on rencontrera quand on aura l'âge de nos artères, comme on dit familièrement. L'activité physique adaptée, c'est un enjeu majeur pour faire en sorte, au fond, de pouvoir accompagner une partie du maintien de l'état de santé. Je pense que sur l'effort en matière de la prévention des chutes, 9000 morts quand même dans notre pays, on a la capacité à aller beaucoup plus loin. Je voulais citer ces exemples, Édouard, pourquoi? Parce que pour le groupe mutualiste que je représente, qui protège 11 millions de Français, si on est en capacité de mettre 2% de nos cotisations sur les 5,8 milliards, on est sur plus de 100 millions d'euros qu'on peut se consacrer à la prévention. 100 millions d'euros. Je suis prêt à m'engager là-dessus. Alors même qu'aujourd'hui, le débat sur l'utilité, le rôle, la place des complémentaires santé amène
parfois un débat pas très réaliste, à mon sens, au regard des enjeux, je considère que là, il y a des engagements qu'on peut prendre. Et je vais plus loin, parce que comme Ariane le souligne, notre sujet, ce n'est pas de faire seul, c'est de le faire en complémentarité. Je pense que sur la culture de prévention, pour qu'elle aille beaucoup plus loin, il est important qu'on s'inscrive dans le cadre des objectifs de santé publique que se fixe notre pays, que se fixe la nation. Le fait de contractualiser, quand on est un acteur, un opérateur majeur comme nous, avec l'État et avec l'assurance maladie obligatoire, je signe. Parce que je pense qu'on vient prolonger des solidarités nationales, on vient s'inscrire dans des vraies logiques qui sont utiles pour atteindre des objectifs que notre pays se fixe. Voilà des choses qui sont concrètes. Enfin, il y a un dernier élément que je n'aborde pas parce que j'ai conscience d'être un peu long, pardon, c'est que, au fond, dans ce que propose Pierre Meyer sur le PTT, il faut le lier à des politiques territoriales de prévention. Et je pense que là, on a aussi un certain nombre de leviers qui existent. Mais je m'arrête là. En tout cas, le développement de la culture de la prévention, il y a des choses très concrètes qui peuvent le faire avec des impacts sur la santé, mais aussi sur les finances publiques. Mais ça doit s'inscrire dans le cadre d'une société de la prévoyance, j'en suis convaincu. Merci. Une réaction. Pierre Meyer, une réaction? Le micro. Je ne sais pas si ça appelle une réaction. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires sur cette petite vidéo. Vous avez compris qu'on a fait le travail en essayant de respecter le cahier des charges qui nous avait été donné, qui n'était quand même pas évident. Et on a essayé de le faire sans se prendre au sérieux et de manière vivante. Donc, tant mieux si ça marche. Non, moi, je rebondis juste sur effectivement la question. Dominique Monneron a eu parfaitement raison de parler de la personnalisation en disant attention à ce que la personnalisation n'aille pas vers l'individualisation. On voit bien aujourd'hui, par exemple, le fait que la tarification contre un contrat santé pour des personnes retraitées qui se fait selon l'âge, eh ben, peut-être qu'on a été trop loin dans cette voie et qu'il faut revenir un peu en arrière. Voilà peut-être une première réaction. Une deuxième réaction sur la question de la prévention. Sur la question de la prévention, moi j'insiste, je rebondis, je suis dans la droite ligne là, de Stéphane Junique, sur les accidents, les ruptures de vie, les chutes de personnes âgées à domicile. Imaginons le coût social, le coût pour les finances publiques, le coût humain de ces chutes. Imaginons aussi la question de l'aide à domicile, le retour à domicile après hospitalisation. Il y a des aides qui existent, il y a des dispositifs qui existent, mais toutes les personnes âgées n'en bénéficient pas. Alors, on sait très bien que le retour à domicile après hospitalisation, ce sont des moments qui sont absolument fondamentaux, névralgiques. C'est là où la question de l'investissement, elle se pose fortement sur ces moments, sur ces ruptures qu'il faut savoir accompagner. Et puis, de manière générale, c'est vrai que, comme l'a très bien dit Stéphane Junique, d'une certaine manière, on a beaucoup concentré les sujets, les questions sur la question du remboursement des soins, la question de qui devait rembourser et combien on devait rembourser. Et donc, du coup, on a eu un débat public, mais tout le monde est concerné. On a eu un débat public qui était complètement concentré sur cette question de qui rembourse la deuxième paire de lunettes, pardon de ce côté un peu trivial. Et alors, au moment même où effectivement, on ne posait pas les questions de fond sur la prévoyance, qui est un très beau mot, hein, la prévoyance, et donc le fait de prévenir à travers des dispositifs, notamment liés à la pandémie. On a vu qu'on a quand même perdu, je dirais, c'est moins qu'on puisse dire, en agilité par rapport à la lutte contre les pandémies. Voilà. Donc, je pense que c'est nécessaire. La question de la soutenabilité, ça nécessite de recentrer les sujets et de reprioriser et de se dire qu'est-ce qui est réellement important aussi. Merci beaucoup, Pierre. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc j'attire votre attention sur la nécessité de prise de parole courte. Je laisse la parole à Thierry. On va, je pense, poursuivre sur la question de la personnalisation. On va poursuivre finalement dans le PPT qui, d'ailleurs, j'en profite, fait un tabac dans les commentaires. Visiblement, je pense qu'il y a là, se dessine une forme d'approche qui est célébrée par l'ensemble
des participants à ce webinaire. Oui, juste l'idée de revenir peut-être quelques instants, puisqu'on a 20 minutes et qu'on a d'autres petits sujets à traiter, sur cet aspect à la fois de personnalisation avec les limites qui ont été soulignées, et comment est-ce que cette personnalisation, c'est-à-dire aussi son individualisation possible vis-à-vis de l'ensemble des personnes, peut trouver une matérialisation concrète dans les territoires. On a évoqué, on a dit il faut personnaliser, il faut aller sur les territoires. Donc moi, j'aimerais juste peut-être vous entendre sur comment est-ce que vous voyez concrètement les choses et le faire dans le cadre d'un exercice extrêmement contraint qui est de ne pas excéder 2 minutes dans vos réponses. Ne vous précipitez pas. Alors, je ne sais pas qui, à un moment donné, veut prendre la parole. Peut-être Dominique ? Oui, merci. Incontestablement, cette personnalisation, elle doit se faire au plus près de chacune des personnes et donc dans une logique territoriale très forte. Et c'est pour ça que je crois que la solution, elle est nécessairement dans une organisation beaucoup plus intégrée et beaucoup plus structurée de ce que j'appelais tout à l'heure la médecine de premier recours. Donc, on doit vraiment progresser très radicalement sur des logiques de gestion de cas, des logiques intégrées qui impliquent la médecine libérale, qui impliquent les différents établissements de proximité, dont les EHPAD, mais qui ne sont qu'un parmi d'autres, pour organiser des solutions qui sont des solutions de prise en charge et de prise en soin intégrées et extrêmement locales. La question après d'avoir recours, le cas échéant, à des expertises secondaires se posant dans un deuxième terme. Mais je crois vraiment que cette question de parcours, elle est extrêmement importante. Et en plus, elle fait le lien avec la dimension prévention dont on a parlé tout à l'heure, c'est que très naturellement, cette prévention aussi, elle doit se conduire de façon extrêmement locale. Et puisqu'on a parlé de prévention et que j'avais la parole, j'en profitais pour juste dire un mot. On a souvent des calculs sur la prévention, ça générerait des économies, ça permettrait de faire des choses formidables, etc. Et donc, il faut mettre de l'argent. Et puis, on ne le fait pas aujourd'hui. Marianne Monchamp, je crois, a rappelé qu'on a toujours du mal à se lancer dans des financements de programmes de prévention. Mais c'est aussi parce qu'on a de la difficulté à dégager les économies correspondantes. Parce que parfois, quand on fait ces calculs, on fait des calculs en se disant on pourrait économiser sur des coûts fixes, sauf que les coûts fixes en question, ils ne disparaissent pas forcément, hein, en particulier pas au niveau de l'hôpital. Et donc là, il y a un enjeu d'organisation globale du système pour que la prévention, ça paye, qui me paraît aussi très important. Merci. Merci beaucoup. Peut-être on continue, on poursuit le tour de table. Peut-être Marianne Monchamp. Volontiers. Vous me permettrez d'évoquer cette question à partir de la logique de l'autonomie et à partir de la philosophie qui sous-tend la 5e branche autonomie, où, au fond, la question de la personnalisation qui n'emporte pas nécessairement l'individualisation du financement, mais la personnalisation et peut-être l'individualisation de la réponse, elle se construit vraiment dans l'approche, dans la philosophie de la branche autonomie, qui, et ça je ne fais que paraphraser les mots du Conseil de la CNSA, se construit à partir des aspirations de la personne comme elle est, là où elle vit, et dans cette logique effectivement de citoyenneté et de participation qui est le sous-jacent de ce modèle de protection sociale. Et à partir de là, effectivement, on arrive à décliner ce que nous appelons la réponse domiciliaire pour tous, c'est-à-dire cette capacité à produire une ingénierie, enfin à mettre à disposition une capacité d'ingénierie de réponse évolutive en fonction de la situation de la personne et qui permet d'arriver dans le meilleur des mondes quand les moyens sont là et quand effectivement on veut pousser le modèle suffisamment loin à cette personnalisation. Je viens de sortir ce qui expliquait en partie mon retard d'un rendez-vous assez long avec le président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise, et qui m'expliquait comment il s'attache à mettre en place sur son territoire un très haut niveau de personnalisation de réponse. Mais cela amène à se poser la question du point d'entrée
de la personne dans le système de protection sociale, de ce guichet qui va l'amener au fond à bien poser la question qu'elle va devoir poser au système pour exprimer, ce faisant, ses besoins et ses aspirations. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il faut que nous construisions, parce que la manière d'entrer dans le système induit, biaise en quelque sorte la construction de la réponse et nous amène effectivement à un niveau de personnalisation qui reste aujourd'hui très approximatif, très carencé, très lacunaire et très insuffisant. Je pense évidemment, et là je veux insister sur le rôle d'acteurs qui aujourd'hui sont les acteurs les plus déshérités, les plus pauvres, les plus oubliés de toute la chaîne de la réponse en santé. Ce sont les services d'aide à domicile qui sont souvent les organisateurs de ce premier recours et de cette comment dirais-je, esquisse de réponses personnalisées qu'ils rendent possible par une très forte intelligence métier, une très forte intelligence sociale, alors qu'ils ne bénéficient sur ce plan-là que d'une très piètre reconnaissance. C'est tout l'enjeu de la transformation de notre modèle qui doit accorder à ce secteur économique spécifique une valeur à part entière, faute de quoi, je pense que nous ne parviendrons pas à résoudre cette équation de la personnalisation par la qualité de la réponse à la personne. C'est effectivement un des freins possibles. Peut-être Stéphane Junique et Pierre Mayer, je vous laisserai réagir au final. Non, j'ai simplement envie d'insister sur, dans le prolongement de ce que vient de souligner Marianne Manchant, je pense que l'enjeu pour nous, c'est comment, à travers la question du logement, on est en capacité d'apporter une réponse plus personnelle et plus personnalisée sur cette approche d'une protection sociale et d'une santé globale à travers l'action dans les territoires. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on le néglige, mais le logement est un déterminant de santé majeur. Je rappelle que dans notre pays, le fait qu'une personne qui vive dans la rue, son espérance de vie est aujourd'hui de 47 ans, qu'on a une demande d'une grande majorité de Français, et notamment ceux qui sont avancés en âge, 85% des Français souhaitent rester chez eux. On doit donc répondre à cette demande sociale, notamment pour être dans un accompagnement beaucoup plus fin. Mais je pense qu'on a un enjeu pour pouvoir adapter les logements et accompagner à travers les services, et comme le soulignait Marianne, à travers également des professionnels qui soient en capacité de pouvoir accompagner le service et l'approche domiciliaire. Concrètement, nous, on a travaillé là sur la mise en place d'un label logement santé qui va amener à ce qu'on construise sur 50% de la production des logements sociaux qui sont les nôtres, au fond, un habitat favorable à la santé de ses occupants qui soit intégré à travers des critères de construction des bâtiments jusqu'à l'approche servicielle, c'est-à-dire l'accès à de la télésanté, intégré pour les locataires à travers l'offre logement, l'adaptation des logements face au vieillissement de la population, et là on utilise l'ensemble des services qui sont aujourd'hui à l'intérieur du groupe, que vous connaissez probablement pour certains d'entre eux, à travers l'expérience qu'on a du logement évolutif pour une nouvelle autonomie. Bref, l'idée d'avoir une approche du logement qui intègre les dimensions de santé, qui intègre également les dimensions d'accompagnement d'une manière beaucoup plus forte. Et je pense que c'est un vrai enjeu au regard de la demande sociale pour être, oui, dans une personnalisation des demandes de protection d'une manière beaucoup plus forte et surtout d'être en réaction au regard de la manière dont nos villes se transforment. Parce que le logement, c'est bien sûr important au regard de la réponse à apporter à la personne, mais on le voit, la construction du logement, les services qui sont apportés, au fond, changent également la forme des villes à travers une approche de proximité beaucoup plus intéressante. Et c'est pourquoi un grand nombre d'acteurs, comme le groupe Vive notamment, au fond, investissent aujourd'hui ces sujets, parce qu'on est dans notre rôle de pouvoir être un acteur d'accompagnement et de protection sur les enjeux de santé de demain. Merci Stéphane Junique. Thierry, est-ce que tu peux, il nous reste 10 minutes, est-ce que tu peux fusionner les deux dernières questions? Oui, tout à fait. Justement, puisque ce que vous évoquez fait quand même étroitement penser à l'idée même de smart grids, que vous évoquez, qui sont finalement des réseaux très intelligents et qui permettent d'être des ressources.
Et pour ne pas quitter ce registre, et peut-être en écho à ce que vous évoquiez, Stéphane Junique, on a une dernière question, donc je vais essayer de la présenter au mieux, qui est que finalement, l'ensemble des débats qu'on a là, évidemment en temps contraint, montre qu'on est dans une forme de transition qui est un accompagnement de la transition démographique, qui est une transition des organisations, qui est très coûteuse en ressources humaines, qui est très coûteuse en pratique, mais qui est aussi très coûteuse en termes d'argent. On a évoqué on a évoqué 40 milliards. Et toute la question qu'on a, et qu'on voulait vous poser, c'est comment est-ce que vous voyez raisonnablement l'avenir, sachant que cette transition-là, on va la faire alors qu'il va falloir financer à grands frais une autre transition, qui est sans doute la transition écologique que vous évoquiez, mais qui est surtout la transition énergétique, qui est estimée sur un horizon à 2050 à environ 2-3 points du PIB, c'est-à-dire 40 à 60 milliards par an de plus pour financer cette transition énergétique. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va peut-être avoir affaire à des arbitrages qui sont des arbitrages possiblement douloureux et qui peuvent engendrer soit le fait que le modèle social puisse se dénaturer, soit éventuellement le fait qu'entre les générations même, on n'est pas forcément toujours des jeunes qui se disent « je suis prêt à financer un espace qui finalement me coûte de plus en plus cher et me donne de moins en moins ». Je vous fais extrêmement court, vous aurez compris la logique de la question. Et donc, on voulait en fait savoir un petit peu comment est-ce que vous vous positionniez par rapport à ce genre de problématique, qui est une vraie problématique et qui dépasse, là encore, j'allais dire simplement le dépassement de degré à 1,5 degré ou 2 degrés. Voilà. Et on aimerait entendre tout le monde, ça veut dire Voilà. 2 minutes, puisqu'il nous reste… Ça veut dire 2 minutes, hein, c'est une phase conclusive. Par personne. Marianne Monchon. Ouais, je veux bien commencer parce que c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment. Comment dire exactement selon les mêmes modalités que pour le financement et la mobilisation de toutes les capacités de financement de notre économie en matière de responsabilité environnementale et de décarbonation de notre économie. Il faut que nous soyons capables de mobiliser pour l'autonomie et pour la protection sociale, la réponse en protection sociale, les capacités de financement qui existent aujourd'hui dans l'économie en fléchant les investissements à fort impact social dans le champ de l'autonomie. Parce que sinon, l'État, la puissance publique, ne parviendra pas à mobiliser le niveau de financement requis. On a besoin, on dit 40 milliards, quand on se pose la question de savoir comment on va financer Airbus, on ne se tourne pas exclusivement vers l'État en disant, dis donc l'État, tu ne peux tourner pas 40 milliards comme ça, ça va, ça vient. On se pose la question de savoir comment on va pouvoir mobiliser ces financements. Eh bien, moi, je pense que si on est capable d'apporter des preuves que face à des projets dans le champ, effectivement, de l'autonomie, on est capable, encore une fois, d'apporter des preuves de l'impact social et sociétal que ces projets peuvent avoir, on a la possibilité de mobiliser des niveaux de financement très importants. Et là, ce n'est pas le PTT ou le PPT, mais c'est le partenariat public-privé qui doit être actionné. Mobilisons tous les financements disponibles au bénéfice de l'économie réelle dans le champ de l'autonomie, et la puissance publique, soyons certains, soutiendra, y compris par des interventions en financement, ces projets majeurs. Mais je crois que, compte tenu du défi démographique, on ne peut pas se contenter de raisonner dans l'épure. Il faut penser large, exactement comment on le fait sur les enjeux climatiques. Il s'agit d'un enjeu démographique. Il est abyssal à horizon 2030. Très bien. Dominique, peut-être, enfin, Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois effectivement que nous sommes obligés de nous placer dans cette logique d'investissement que décrit Marianne Monchon. Nous allons avoir à gérer en même temps cette transition démographique qui va durer un certain temps, elle va durer 30 ans, et puis après il y aura l'adaptation de notre modèle à une pyramide des âges qui sera un petit peu différente, mais alors que la transition climatique et énergétique va avoir des effets encore plus radicaux sur l'organisation de nos sociétés, j'en suis convaincu. Et donc, on est obligé de se mettre dans une logique qui est une logique d'investissement, parce que sur le
le financement courant, on voit très bien qu'on n'y arrivera pas. Autant que possible, bien sûr, en s'appuyant sur des mécanismes de marché tels que les évoquait Marianne Monchamp. Mais je pense que sur le sujet de la transition démographique, on aura nécessairement des questions de solidarité nationale et donc de débats publics qui vont se poser. Et c'est par ça que je voulais terminer, c'est que la qualité des débats que l'on a là montre qu'on a des enjeux qui sont des enjeux absolument essentiels, en particulier dans la perspective des prochaines élections. Et j'espère que ces sujets-là vont finir par sortir parce qu'ils sont absolument essentiels et sans doute plus qu'un certain nombre de sujets qui aujourd'hui font l'écume des jours. Merci. Merci beaucoup. Stéphane Junique, Pierre Meyer. Alors peut-être Pierre Meyer qui est plus concis aujourd'hui en tout cas, enfin, qui prend un peu moins de temps que Stéphane Junique. Alors on va laisser Pierre Meyer commencer. Oui, parce que comme la vidéo durait 11 minutes, du coup, oui, c'est vrai. réduit. Non, moi, pour répondre à la question sur effectivement la transition environnementale, la transition énergétique, je pense tout de suite aux personnes âgées, bien sûr. Je pense tout de suite à la précarité énergétique. Il y a déjà des efforts très importants qui sont faits sur l'adaptation des logements. Parce que le logement, comme ça a été très bien dit, c'est quand même un territoire qui mérite tout un investissement. C'est aussi le moment de rappeler que le fait de rester à domicile, c'est pas forcément rester dans son domicile, le domicile dans lequel on a vécu pendant des années, parce qu'il n'est pas forcément adapté. Il faut aussi le rappeler. Et puis surtout un tout autre schéma. Je pense à une toute autre dimension, je pense qu'il y a la question de la responsabilisation qu'on n'a pas abordée. Et la question de la responsabilisation, c'est aussi la question de la compréhension de nos dispositifs. Parce que ce qu'on a oublié complètement dans la vidéo, c'est de parler de la compréhension des dispositifs de protection sociale sur quelque chose qui mobilise un tiers du PIB, qui comprend les différences entre la solidarité, entre les assurances sociales, entre qui fait quoi, qui finance quoi, entre l'État, la sécurité sociale, les mutuelles, les organismes complémentaires, les IP, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, il y a forcément un effort de pédagogie, c'est ce qu'on fait, modestement, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Il y a un effort de pédagogie à faire sur l'explication des grands enjeux de protection sociale pour qu'il y ait une meilleure responsabilisation de la part de l'ensemble de nos concitoyens, et puis qu'il y ait également un travail qui soit fait sur la notion d'investissement, parce qu'on voit bien que les lois de financement de la sécurité sociale, elles sont dans une logique annuelle, c'est très bien, mais il faudrait imaginer des budgets d'investissement qui puissent être votés dans le cadre du financement, voilà, et qui pourraient du coup répondre au double dividende, si j'ose dire, le dividende démographique, le dividende également environnemental. Voilà. Merci beaucoup. Donc Stéphane Junique, vous avez d'une certaine façon le mot de la fin, il sera court. Je crois profondément sur les sujets qui sont les nôtres, stratégie d'alliance pour que des investisseurs publics et privés puissent trouver ensemble les solutions. Et je pense qu'on est quelques-uns à participer à votre débat, à avoir une vraie responsabilité sur la manière dont on crée ensemble des investissements pour porter des solutions dans les territoires d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus volontariste. Je pense qu'on reste trop enfermés les uns et les autres dans notre jardin. Et ça vaut, je parle pour moi, je pense qu'on entretient très bien notre jardin mutualiste, mais que notre sujet face aux défis, pouvoir travailler avec d'autres sur des investissements communs et des portages d'investissements autour de solutions telles qu'on a pu les évoquer ensemble. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire court, mais stratégie d'alliance des acteurs, c'est majeur et en tout cas, j'y crois. Merci Stéphane Junique. Comme tous les participants sont restés connectés, nous allons nous autoriser à dépasser de 2-3 minutes en donnant peut-être la conclusion à Marianne Monchamp. Si vous le souhaitez, naturellement. Mais c'est quel honneur, quel plaisir, mais quel défi. Non, c'était effectivement un sujet extraordinairement important. Et comme cela a été dit tout à l'heure, je forme vraiment le vœu que nos concitoyens puissent être invités à ce débat
à leur tour dans le cadre de l'élection présidentielle. La question du risque que la branche autonomie a en quelque sorte inséré dans la sécurité sociale appelle, de mon point de vue, en tout cas c'est le vœu que je forme, de très grandes transformations sur précisément la gestion du risque en sécurité sociale et en protection sociale de manière générale. Cela veut dire que bien sûr il faut se préoccuper des ressources et que ces ressources, elles doivent être diversifiées dans un sens d'équité, de justice sociale, par une gouvernance qui associe effectivement tous les contributeurs au pilotage de la réponse en protection sociale, mais elle doit aller bien au-delà. Elle doit prendre l'ampleur, cette mobilisation des ressources, d'un sujet qui est un sujet contemporain, un des grands risques contemporains et qui est aussi important, aussi structurant que le risque climatique qu'on a évoqué tout à l'heure. À côté de cela, il s'agit aussi de s'interroger sur la question de la dépense, sur la structuration de la dépense. Et pour cela, nous devons vraiment investir dans une réflexion honnête, d'honnête homme, sur le fondement, sur les sous-jacents de notre modèle de protection sociale. On ne peut pas par un projet qui s'appellerait Grande Sécu, prendre d'une certaine manière le choix comment dirais-je, d'écraser la perspective, de se priver de la capacité d'acteurs à participer de la production d'une réponse contemporaine en protection sociale, parce qu'au fond, ce que l'on empêcherait de faire émerger, ce sont ces puissants mécanismes de cohésion sociale. Et plus que jamais, je pense que pour aborder la question de la protection sociale, notre débat doit nous amener à considérer ce qui fait que nous faisons société ensemble et que la nation tient debout par la solidarité nationale, évidemment, par la responsabilité, mais également par la place et la reconnaissance de la personne dans ce système de protection sociale. C'est ça qui construit la cohésion sociale. Et quand nous avons des hésitations méthodologiques, je pense qu'il serait bon que nous puissions nous référer à ce sous-jacent que j'appelle de mes voeux et pour lequel je milite, auquel je crois, et que porte modestement la petite 5e branche dans l'environnement de la sécurité sociale. Merci beaucoup Marianne Monchamp, merci Pierre Mayer, merci Dominique Monneron, merci Stéphane Junique, merci infiniment. Vous voyez, c'était 1 heure, c'était court, mais au fond tout à fait passionnant. Le replay sera disponible dans les 48 heures sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée.